Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, bonne et heureuse année 2022. Le premier jury du dimanche de la nouvelle année a l'honneur de recevoir une dame, Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté. Elle ne parle pas beaucoup. Elle est la présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour. Mes meilleurs vœux. Merci, mes meilleurs vœux à vous aussi et à toute votre équipe. Merci beaucoup. Magistrate de formation et de carrière, épouse de magistrat, feu Cheikh Tidiane Diakhaté, paix à son âme. Seynabou Ndiaye Diakhaté s'est fait un nom. Un nom et un prénom d'ailleurs qui se confondent avec un pan important de l'histoire judiciaire du Sénégal. Présidente actuelle de l'OFNAC depuis juillet 2016, en remplacement de Madame Nafi Ngom Keïta, vous avez gravi tous les échelons de la magistrature sénégalaise et communautaire, substitut du procureur de la République, avocat général à la Cour de justice de l'UEMOA, premier avocat général à la même cour, conseillère à la Cour suprême du Sénégal en sa chambre administrative et chambre criminelle. Mais qui peut oublier le redoutable et redouté doyen des juges d'instruction appelé Seynabou Ndiaye Diakhaté justement. Vous avez occupé cette prestigieuse fonction de 2003 à 2007. Madame la Présidente, à défaut de faire de vous l'homme ou la femme de l'année, vous êtes la première invitée 2022 du jury du dimanche. Que retenez-vous justement de l'année qui vient de commencer? L'année qui vient de commencer, tout le monde le sait, a été une année où beaucoup d'entre nous ont vécu beaucoup d'épreuves. La raison, c'est cette pandémie Covid-19 qui a secoué les familles, les sociétés et qui a secoué toute la planète, on pourrait le dire. Et donc, ce qu'on en retient, en tout cas en ce qui concerne notre travail, c'est un ralentissement de nos activités. Oui. Je pense que ça a été noté au niveau de toutes les administrations. Alors, oui, quand on parle de l'OFNAC, en termes de bilan, au cours de l'année 2021, qu'est-ce qui a été fait? Je ne saurais en une heure de temps vous faire le bilan de parce l'année. qu'il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été faites. Vous savez, le rapport d'activité de l'OFNAC annuel est élaboré à la fin de chaque année. Et ce rapport est remis d'abord au président de la République avant d'être publié par tout autre moyen. Donc c'est ce rapport qui retrace l'ensemble des activités que nous avons menées. Il faut distinguer ce rapport des rapports d'enquête. Les rapports d'enquête, ce sont les rapports qui sont élaborés suite aux investigations que nous menons lorsqu'une personne est soupçonnée à tort ou à raison d'avoir commis des faits de corruption, des faits de blanchiment d'argent ou d'infractions connexes ou pratiques assimilées, c'est ce que dit le texte. Ces rapports sont remis directement au procureur de la République et qui apprécie la suite à les donner. Ce rapport entre dans le cadre de ce qu'on appelle la reddition des comptes. Donc c'est pour satisfaire l'obligation reditionnelle de l'OFNAC que ce rapport est établi. Dans la loi qui crée l'OFNAC, il est précisé que ce rapport est remis au président de la République avant d'être diffusé par tout autre moyen. Une fois qu'il est remis, on peut le diffuser. Mais on ne peut pas le diffuser avant la remise au chef de l'État. Voilà, oui. C'est ça. D'accord. Alors, à côté de ce rapport, il y a ce qu'on appelle les rapports d'investigation, les rapports d'enquête. Vous savez, au niveau de l'OFNAC, il y a un département qu'on appelle département investigation, qui est chargé donc d'enquêter et même de faire des missions d'audit lorsqu'on reçoit des dénonciations ou des plaintes mettant en cause une personne bien déterminée. Il est possible également que l'OFNAC s'autosaisisse. La loi lui permet, lorsqu'il est au courant de faits entrant dans sa compétence, de s'autosaisir. Ces rapports sont remis directement au procureur de la République. Les rapports d'enquête ne passent même pas par le président de la République. Non, sont remis directement au procureur de la République, après analyse par l'Assemblée générale des membres. Cette analyse nous permet de voir s'il y a des présomptions de nature à. C'est dire donc qu'on est dans le domaine de la probabilité. C'est une collecte d'informations mise à la disposition du procureur de la République qui apprécie, selon le principe de l'opportunité des poursuites, la suite à donner à ces rapports. Mais en termes d'évaluation, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la lutte contre la corruption au Sénégal? Vous savez, en 2016, l'OFNAC avait commandité une étude. C'est l'étude sur le coût et la perception de la corruption.
confiée à un cabinet suite à un appel d'offres. Donc c'est sur la base de cette étude que nous avons orienté nos actions, aussi bien dans le cadre de la prévention que dans le cadre des investigations. Et l'OFNAC en tant que tel ne peut pas s'évaluer. On ne l'a jamais fait. Sinon, il y a Transparency International, Mo Ibrahim, qui évalue les États chaque année. Et, depuis 2016, vous avez vu que nous sommes toujours dans la zone rouge 45, mais au sein de l'espace CEDEAO, nous sommes bien placés. Au sein de l'espace UEMOA, nous sommes également premiers. Vous êtes premier en termes de lutte. Le Sénégal. Le Sénégal, pays, oui. Ouais. En termes de lutte contre la corruption, le Sénégal. Prévention surtout. Prévention. Contre la corruption. Premier dans l'espace CEDEAO et dans l'espace. Non, dans l'espace UEMOA. Et dans l'espace CEDEAO. Deuxième. Oui, je crois. Mais toujours est-il que nous sommes dans la zone rouge, Madame la Présidente. Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Que l'OFNAC n'est pas efficace? C'est des critiques également qui reviennent souvent. L'appréciation ne relève pas seulement des performances de l'OFNAC. Quand Transparency International note les pays, c'est surtout à travers ce qui se fait au niveau des administrations. L'OFNAC, c'est l'institution dédiée à la lutte contre la corruption. Mais ce n'est pas l'unité de mesure, l'unique indicateur pour savoir si notre pays avance, oui ou non. Mais vous savez que récemment, donc je vous disais qu'on a adopté la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Peut-être qu'on y reviendra, je ne sais pas. Oui, on va parler de la stratégie. Qui pourrait nous permettre d'avoir donc peut-être une meilleure note. La stratégie nationale, en fait, c'est un cadre d'action global sur les mesures préventives et répressives pour mieux lutter contre la corruption. En 2017, donc, le gouvernement a confié à l'OFNAC l'élaboration de ce document de stratégie nationale. Ce que nous avons fait au niveau de l'OFNAC, nous avons mis en place 2 comités. Un comité de planification stratégique en interne et un comité national de pilotage de la stratégie. Donc c'est ce comité qui définissait les orientations et l'autre comité, appuyé par un consultant, mettait en place les différentes stratégies pour arriver donc à l'élaboration de ce document. L'OFNAC a opté pour une approche ou même une démarche participative et inclusive. Toutes les parties prenantes, tous les acteurs dans la lutte contre la corruption ont été associés à l'élaboration de ce document. Les administrations publiques, le secteur privé, la société civile, les chefs religieux, coutumiers. Et nous avons fait un maillage du territoire national. Dans les 14 régions du pays, nous avons envoyé des missions pour discuter avec toutes les couches de la population sur la stratégie. Et la vision, c'est combattre la corruption pour un Sénégal, pour un développement durable et inclusif du Sénégal. Et la stratégie, donc, est déclinée autour d'axes. Les 3 principaux axes, c'est l'amélioration du cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la corruption. Le deuxième, c'est l'amélioration de la gouvernance et des interventions dans la lutte contre la corruption pour éviter qu'il y ait des disparités. Le troisième, c'est la communication et le renforcement des capacités. Voilà donc les 3 axes déclinés dans la stratégie nationale de lutte. Oui. Vous me demanderez pourquoi une stratégie nationale, peut-être? Oui. Alors, une nationale pour être conforme donc à nos engagements internationaux, parce que aussi bien la Convention des Nations Unies contre la corruption que la Convention de l'Union africaine sur la lutte et la prévention de la corruption, et même le plan Sénégal émergent en son axe 3, invite l'État à prendre donc une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Donc c'est en satisfaction de tout cela que cette stratégie donc a été élaborée. Très bien. On reviendra sur cette stratégie, mais parlons des rapports d'enquête, Madame la Présidente. C'est surtout là que l'OFNAC est attendu par l'opinion. Vous faites des rapports d'enquête qui sont au nombre de combien au jour d'aujourd'hui d'ailleurs? Non. Oui. Si vous me demandez le nombre de rapports transmis au procureur de la République, bien évidemment. Là on est à une trentaine. À une trentaine. Oui, parce qu'il y a des rapports d'enquête qui, après examen, sont classés sans suite. Sont classés sans suite. Oui, c'est ça. Mais aussi, l'OFNAC a ce pouvoir-là, après avoir mené enquête, parce que c'est quoi? C'est des dénonciations calomnieuses, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour apprécier la consistance ou non de l'infraction dénoncée. D'accord, mais là... On en reçoit de toutes sortes. D'accord, mais là... Alors, quand on reçoit une plainte qui me dit j'ai acheté de la charcuterie dans un supermarché de la place,
je me suis rendu compte que la date était périmée, je porte plainte pour corruption. Que voulez-vous qu'on fasse? On est obligé de classer sans suite. Et vous recevez ce genre de plainte? On en reçoit de toutes sortes. On en reçoit. Ok, toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a 30 rapports d'enquête transmis au procureur de la République. Quel est leur sort? Là, il me sera difficile de répondre à la place du procureur. Vous avez été procureur et juge d'instruction en même temps. Vous êtes très bien placé aujourd'hui pour répondre à une telle question. Ah ben voilà, la réponse sera facile. On fait appel à un argument de texte. Dans le code de procédure pénale, il est reconnu au procureur la possibilité d'apprécier ou non l'opportunité d'une poursuite. Et en plus, dans le texte qui crée l'OFNAC, il est clairement dit que la saisine du procureur de la République dessaisit l'OFNAC. En gros, moi j'ai l'habitude d'expliquer pour dire que ce que nous faisons au niveau de l'OFNAC, on participe à l'œuvre répressive. Vous me direz quelle œuvre? Mais on participe par la collecte d'informations qu'on met à la disposition du procureur de la République. Et notre travail s'arrête là. Maintenant, comme vous l'avez dit, j'ai été procureur. J'ai eu à apprécier l'opportunité ou non des poursuites. Oui. C'est certainement ce même pouvoir. Oui, vous aviez souvent poursuivi quand même. Oui, mais à l'époque, oui. Oui, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui que l'OFNAC dépose 30 rapports d'enquête et qu'il n'y ait pas de suite, en tout cas de poursuite connue? On n'en entend pas parler. Vous savez, quand on m'a délimité une zone de compétence, à savoir collecter et remettre au procureur de la République, je m'en suis arrêté à cela. Je n'ai pas... C'est vrai que j'aurais aimé que... Mais bref, comme je vous l'ai dit... Vous auriez aimé qu'il y ait des poursuites? Ça dépend aussi également des dossiers. Oui. Mais le procureur de la République, encore une fois, a ce pouvoir de classer sans suite une plainte, de classer sans suite un dossier. Je ne sais pas si les dossiers ont été classés sans suite ou s'il y a des poursuites. En tout cas, à ma connaissance, nous n'avons pas eu l'écho de poursuites. Il y a quelqu'un parmi nos auditeurs qui donne un cas concret. Il s'appelle Malik Sissé. L'affaire dite des 94 milliards qui avait fait l'objet d'un rapport d'enquête. Il dit, cette affaire avait tenu en haleine tout le pays. Je veux savoir s'il y a réellement un rapport de l'OFNAC. Ça, c'est... on peut le confirmer, effectivement, il y a eu un rapport d'enquête de l'OFNAC déposé auprès du procureur. Est-ce que ce rapport ne confirme pas les dires d'Ousmane Sonko? C'est la question de Malik Sissé. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que je vais le répéter. Au niveau de l'enquête de l'OFNAC, nous sommes tenus par deux principes. Le principe du secret de l'enquête qui nous interdit donc de dire le contenu de nos enquêtes. Il y a également le principe universellement connu de la présomption d'innocence. Ce qui veut dire que tant qu'une personne n'est pas jugée, condamnée par une juridiction, on considère que cette personne est innocente. Il suffit donc de dire que telle personne a été poursuivie dans un dossier ou telle personne a été interrogée à l'OFNAC pour que cette présomption d'innocence se transforme en présomption de culpabilité. Alors tout cela m'interdit donc à parler du contenu, mais le rapport a bel et bien été déposé au niveau du parquet. Il a été déposé au niveau du procureur de la République. Il y a eu une autre plainte également enregistrée par le procureur sur la même affaire. Refus d'informer du juge d'instruction, appel de Ousmane Sonko à travers ses conseils auprès de la chambre d'accusation qui a confirmé également le refus d'informer. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, le juge est dans ses droits de refuser d'informer à condition qu'il motive sa décision et je pense qu'il a motivé la décision. Mais un juge d'instruction peut refuser d'informer s'il estime qu'il n'y a pas assez d'éléments ou de présomption pouvant permettre l'ouverture d'une information judiciaire. Je l'ai fait en tant que juge. Maintenant, pour ce dossier, je ne sais pas quelle a été la motivation du juge pour refuser d'informer et quelle est la motivation de la chambre d'accusation pour confirmer la décision du juge d'instruction. Et pour l'OFNAC, il y avait vraiment matière à instruire? Encore une fois, je vous ai dit qu'il me sera difficile, il m'est même interdit de parler du contenu de mes enquêtes. En tout cas, puisque le dossier a été transmis, cela veut dire qu'on a collecté un certain nombre d'éléments pouvant présumer, encore une fois, quand on parle de présomption, on est dans le cadre de la probabilité. On parle d'indice de présomption. Cela veut dire un raisonnement du juge pour asseoir ou non une infraction à la loi pénale. Très bien. Alors, est-ce que, parce qu'on se rend compte qu'il y a certes des rapports d'enquête, mais leur sort
n'est pas aussi évident que ça, parce que le procureur reste le maître des poursuites. Il pourrait être envisagé une réforme. Est-ce que vous y avez travaillé? Qu'est-ce que vous suggériez sur ce cas précis? Justement, je disais tout à l'heure que nos critères de vérité, ce sont les textes. De carte de référence, ce sont les textes. Alors, lorsqu'on a ouvert des dossiers, lorsqu'on a relu les textes et tout, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des insuffisances naturellement. Et nous avons entrepris au niveau de l'OFNAC la relecture des textes. On a mis en place un comité de relecture qui a été élargi à d'autres administrations en dehors de l'OFNAC. Nous avons relu la loi qui crée l'OFNAC, la loi de 2012 et la loi de 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Nous avons fait des propositions. Et le dossier, donc l'avant-projet sera remis à qui de droit pour suite éventuelle à donner. Mais nous avons remarqué quand même qu'il y a quelques insuffisances. Sur les poursuites, par exemple. Les poursuites et même la déclaration de patrimoine. Okay. Vous savez, dans certains pays, la déclaration de patrimoine est publiée. Là, vous ne pouvez pas avoir accès à nos dossiers de déclaration de patrimoine. Et la procédure est purement confidentielle. Mais il y a des pays où la déclaration est publiée au journal officiel. Et dans d'autres supports, c'est le cas par exemple du Burkina Faso, du Niger, ainsi de suite. Et vous l'avez préconisé? Nous l'avons préconisé. En plus, nous avons préconisé l'élargissement de la déclaration de patrimoine aux déclarations d'intérêt. Vous entendez souvent parler de conflit d'intérêt. En France, c'est prévu, ailleurs aussi. Mais en l'état actuel de nos textes, il n'est pas prévu, ça également on l'a proposé. Pour comparaison, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la possibilité pour le procureur de poursuivre et de ne pas poursuivre. Donc, le principe de l'opportunité de poursuite ailleurs, et même au Sénégal, en ce qui concerne le branchement de capitaux, n'est pas effectif parce que le procureur est tenu de poursuivre, d'ouvrir en tout cas une information judiciaire et de remettre au juge d'instruction. Nous, on n'a pas, les rapports de l'enquête ne bénéficient pas de ce que je pourrais appeler privilège. Là aussi, vous le préconisez, pour que le procureur soit obligé de poursuivre. C'est ça. Vous savez, le blanchiment de capitaux et la corruption, je dis souvent que ce sont les deux facettes d'une même médaille. On ne comprend pas pourquoi avec les dossiers de l'OFNAC, on ne devrait pas pouvoir avoir donc, très bien. Ce privilège. Je rappelle que nous recevons dans ce premier numéro du jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn, Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, la présidente de l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption au Sénégal. Déclaration de patrimoine, justement. Combien d'assujettis? Mais là, je parle au niveau gouvernemental, parce que il y a l'année dernière, le chef de l'État, en Conseil des ministres, a dit il faut que tout le monde fasse sa déclaration de patrimoine après la formation du dernier gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, les 34 membres du gouvernement du Sénégal ont sacrifié à l'obligation de déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC? Oui. Tous les ministres ont fait leur déclaration de patrimoine. Oui, je le confirme. Oui. Ils ont tous fait leur déclaration de patrimoine. Oui. Mais la déclaration de patrimoine, comme vous le savez, concerne également d'autres fonctionnaires. Oui. C'est ça, oui. Oui. Donc, en dehors des ministres, il y a certains chefs d'institutions, il y a également ceux qui gèrent des budgets, comme moi, un budget de plus de 1 milliard, sont obligés de faire leur déclaration de patrimoine. Oui. Et en termes de proportion, aujourd'hui, il y a en valeur relative, on peut dire peut-être 60%, parce que nous avons répertorié depuis 2014 766 déclarations de patrimoine d'entrée et 156 déclarations de patrimoine sorties. Oui, parce que le principe, c'est de faire une déclaration à l'entrée et après une déclaration à la sortie. Oui, et quels sont les outils que vous avez, vous, au FNAC, pour dire, Monsieur X ou Madame X a fait une déclaration à l'entrée, sa fortune est évaluée à temps. À la sortie, nous constatons également que sa fortune est évaluée à temps. Et on peut, à partir de cet instant, savoir si Monsieur X ou Madame X s'est enrichi ou pas. C'est enrichi illicitement. Illicitement. Quels moyens dont vous disposez justement? Parce que c'est important. C'est important, tout à fait. Oui. Vous savez, au niveau de l'OFNAC, ce qu'on fait, on reçoit les déclarations de patrimoine, on les traite, on analyse et on les conserve. Lorsque ça, c'est les déclarations d'entrée. Donc, c'est une analyse de conformité. Lorsque la personne n'est plus assujettie, il fait ce que vous avez appelé tout à l'heure la déclaration de sortie.
et on compare les éléments qui sont mis à notre disposition pour voir si le patrimoine a évolué et si le patrimoine a évolué de façon substantielle ou pas. Et surtout justifié. Parce que dans la loi qui crée relative à la déclaration de patrimoine, on nous dit que s'il y a une évolution injustifiée du patrimoine, l'OFNAC peut saisir le procureur de la République en vertu de l'article 32. Non, pas encore. Pas encore. Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez Parce qu'on n'en a pas eu. Vous n'avez pas constaté vraiment une différence énorme, un écart et énorme injustifié. Et injustifié? Non. Mais pourtant, Madame la Présidente, on parle beaucoup de corruption dans notre pays. Oui, on parle de corruption. Parler de corruption est une chose, justifier la corruption et la démontrer, c'est une autre. Oui, mais le Sénégal est toujours dans la zone rouge. Oui. Mais pourquoi c'est difficile d'avoir des éléments de justifier? Pourquoi ce travail-là est difficile pour l'OFNAC? Ce travail ne doit pas être dévolu uniquement à l'OFNAC. Ouais. Ça, c'est un premier point. La difficulté résulte même de la nature de l'infraction de corruption. C'est un pacte entre deux personnes, ou minimum entre deux personnes, et qui se commet toujours à l'ombre, comme ça je peux le dire. Oui. Le corrupteur et le corrompu sont toujours seuls. Donc c'est difficile de déceler, mais je pense qu'avec le temps et les moyens qui seront mis à la disposition, non seulement de l'OFNAC, mais des autres structures concernées directement ou indirectement, on pourra arriver un jour à mieux cerner la problématique de la corruption et la combattre. Et comment on peut justifier, c'est une question que je vous pose pour avoir votre réflexion là-dessus, que ceux qui sont assujettis à la déclaration de patrimoine traînent les pieds au point que le président de la République lui-même en Conseil des ministres dise à ses ministres: je vous donne un ultimatum, allez faire vos déclarations de patrimoine. Comment on peut le comprendre? Difficilement. C'est peut-être également dû au fait que le Sénégalais n'est pas prompt à parler de son patrimoine. Vous savez, souvent je dis, je suis sûr quand quelqu'un d'autre me pose la question, je dis au monsieur, souvent c'est les hommes, je suis sûr que votre épouse ne connaît pas le montant de votre salaire. Ils ne parlent pas souvent de le... C'est un problème culturel parfois. On essaie de briser tout ça, mais ce n'est pas facile. Donc, quand je suis arrivée à l'OFNAC, ce que j'ai fait, j'ai initié des rencontres au niveau des départements ministériels. Ils venaient à l'OFNAC, une délégation, où moi, en compagnie de mes collaborateurs, on se rendait au niveau de ces départements pour leur expliquer davantage ce que c'est que la déclaration de patrimoine, son effet protecteur, et ainsi de suite. Alors, et on a vu qu'il y a quand même eu une certaine adhésion. Certains nous ont dit, oui, nous on était traumatisés par la déclaration de patrimoine. C'était mal comprendre l'objet recherché par l'objectif même de la déclaration, et on a expliqué. On a eu quand même. C'est quoi son objectif? C'est la préservation et des deniers publics, en fait. Quand vous lisez l'exposé des motifs sur la loi relative à la déclaration, il explique clairement que l'objet, c'est de la prévention de l'enrichissement illicite. Donc la déclaration de patrimoine, on l'inclut dans le volet préventif, pas répressif, c'est dans le volet préventif. Parce qu'on peut s'enrichir et s'enrichir licitement. On peut s'enrichir et s'enrichir illicitement. C'est surtout l'enrichissement illicite. Je pense que le président de la République avait clairement avait parlé d'une gestion sobre et vertueuse des deniers publics. C'est dans ce sillage que s'inscrit la déclaration du patrimoine. Est-ce que l'OFNAC peut dire qu'il y a eu gestion sobre et vertueuse? Il y en a eu, peut-être pas partout, mais il y en a eu. Il y en a qui sont conscients de cela et qui le font. Par contre, on ne peut pas faire l'unanimité. Il y en a qui continuent à penser que les deniers publics, ce ne sont pas des deniers qui intéressent toute la population, que tous les moyens sont bons pour s'enrichir. C'est une question de conscience personnelle également. Oui. Et peut-être là, puisque vous parliez d'enrichissement illicite d'ailleurs, est-ce qu'il ne devait pas y avoir un prolongement de l'OFNAC à travers la CREI tout simplement, au lieu de passer par le procureur pour déposer vos rapports d'enquête? C'est vrai, vous avez préconisé des réformes. Est-ce que la CREI ne devrait pas se saisir directement justement de vos rapports d'enquête? Même si par ailleurs, le chef de l'État a eu à dire la CREI c'est pour eux, l'OFNAC c'est nous. Est-ce que ça doit être compris de cette façon? Vous savez, la première difficulté résulte de ce que je vous ai dit par rapport au texte, qui nous dit, une fois les informations collectées,
les dossiers sont remis au procureur de la République. Au niveau de la CREI, il y a un procureur de la République, non? Oui. Eh bien, rien ne nous empêcherait alors de pouvoir le saisir si on voit que c'est des faits d'enrichissement illicite. Mais très souvent, c'est des faits de corruption qu'on essaie, nous, et même ceux qui nous saisissent, de mettre en exergue. C'est vrai qu'on parle de pratiques assimilées, on parle d'infractions connexes. Peut-être que sur la base de la connexité, parce que la connexité signifie qu'une infraction se greffe à une autre infraction principale. On pourrait donc pousser la réflexion sur ce point. Le mot réforme. Réforme. On a besoin de réformes aujourd'hui pour lutter plus efficacement contre la corruption. Oui. Seynabou Ndiaye Diakhaté, les régies financières de l'État font couler beaucoup d'encre et de salive. Les impôts, la douane, le trésor et autres sociétés publiques où les enjeux se chiffrent à des dizaines voire centaines de milliards. Une question qui est revenue souvent de la part des Sénégalais qui nous suivent et qui ont posé des questions justement, c'est que on parle de scandale depuis quelque temps, on n'entend pas l'OFNAC. Alors que vous pouvez vous autosaisir. Est-ce que sur ces cas-là, depuis quelque temps de scandale présumé, l'OFNAC s'y intéresse est-ce que vous vous êtes autosaisi? Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était difficile de répondre à certaines questions. La raison est simple. C'est ces deux principes que j'ai évoqués. Alors, aujourd'hui, si l'OFNAC s'autosaisit d'un dossier, tant que le dossier n'est pas bouclé, l'enquête transmis au procureur, ou tant que le rapport d'activité, qui fait un résumé succinct des rapports d'enquête, n'est pas élaboré et diffusé, il est difficile de savoir si l'OFNAC a fait quelque chose ou pas par rapport donc à ces dossiers. Ça, c'est un. La deuxième, je vous ai dit, nous, on travaille pour la justice. Si la justice est saisie avant nous, notre autosaisine, je me demande quel effet cela peut avoir. Peut-être alimenter le dossier que le juge a. Mais vous avez remarqué ces derniers temps que la justice est saisie, a commencé à faire son travail. Alors, donc, concrètement, quand on dit aujourd'hui qu'il y a détournement présumé au Trésor, la même chose à la Poste, la même chose à la LONASE, l'OFNAC ne peut pas s'autosaisir parce que c'est des affaires qui sont déjà en train d'être traitées par la justice. Non, l'OFNAC peut s'autosaisir, bien sûr. Mais la pertinence, mais pourquoi vous ne le faites pas? La pertinence Non, là, vous ne pouvez pas savoir si on l'a fait ou pas parce qu'on n'a rien dit à propos de ces dossiers. Est-ce que vous l'avez fait? Non, je ne dois pas le dire. Je ne dois pas le dire. Si une enquête est ouverte, on est lié par ce secret de l'enquête. On ne doit pas. Et la protection de la vie privée des personnes mises en cause. Donc, je dis que c'est à l'issue de l'élaboration du rapport d'activité où il y a un résumé succinct des affaires qu'on peut savoir si l'OFNAC a été saisi ou non, ou à la suite d'une information judiciaire si le procureur de la République décide de poursuivre. Est-ce que ce qui se dit aujourd'hui en termes de gestion des ressources publiques vous interpelle, vous, OFNAC? Oui, bien sûr. Je vous l'ai dit, dans l'exposé même des motifs de la loi qui crée l'OFNAC, je pense que le leitmotiv, c'était ça. Hein? La gestion, comme je l'ai dit tout à l'heure, des deniers publics, et éviter les prévarications au niveau donc des finances publiques. Ça nous intéresse à plus d'un titre. L'OFNAC, c'est l'institution dédiée à la lutte contre la corruption. Et vous vous êtes intéressé à ces dossiers que je viens de citer? On s'intéresse à tous les dossiers dans lesquels il y a des relents de corruption, de blanchiment, de pratiques assimilées ou d'infractions connexes. On pourrait entendre prochainement l'OFNAC produire un rapport d'enquête sur ces cas. Je ne saurais être affirmative de cette façon. Je vous ai expliqué que même si on est autosaisi, c'est seulement lorsque les rapports seront élaborés que la population pourrait être donc avisée de ce qui a été fait au niveau de l'OFNAC. Un ancien directeur des transports épinglé par un rapport de l'OFNAC, nommé dernièrement président du conseil d'administration d'une société nationale. Votre commentaire? Pas de commentaire. La raison est simple. J'ignore la consistance de ce dossier. Ça, c'était avant donc nous, c'était avant 2016. Oui. On arrivait à l'OFNAC. La deuxième, le président de la République
dans la Constitution, il est bien dit qu'il nomme aux emplois civils et militaires. À lui d'apprécier donc les nominations au niveau donc. Mais il y a aussi un principe sacro-saint, c'est la continuité, même si vous n'étiez pas là. Il y a la continuité du service public de l'État. Bien sûr, oui. Mais je pense que l'élément décisif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le pouvoir reconnu au président de nommer aux emplois civils et militaires. Même si la personne a été épinglée par un rapport de l'OFNAC. La Constitution qui le dit de cette façon. Ça vous gêne ou ça ne vous gêne pas? Je suis indifférente à tout ça, non. C'est la froideur. Je n'ai vraiment pas de commentaire à faire sur ce point, sinon je veux m'immiscer dans un domaine qui n'est pas le mien. C'est le président donc, qui apprécie librement les nominations. Oui. Parmi les réformes préconisées pour lutter contre la corruption, l'enrichissement illicite, les détournements, il y a le parquet national financier qui a été évoqué à un moment, qui pourrait être chargé un peu des crimes économiques. C'est une bonne réforme qu'il faudrait adopter, un parquet national financier. Pourquoi? Ailleurs, ça s'est fait. Ça permet donc déjà de fédérer toutes les synergies au niveau de ce parquet national, de spécialiser également les juges. Parce que là, on aura des juges spécialisés dans le domaine de la criminalité financière. Et ça pourrait permettre également de se détacher un peu des principes habituels et traditionnels en ce qui concerne les poursuites. J'appuie vraiment la mise en place de ce parquet financier. Et c'est le juge d'instruction que vous avez été qui parle, le procureur de la République? Non, le procureur que j'ai été. J'ai été procureur avant d'être. Je revendique toujours mon appartenance au parquet. Je suis magistrat du parquet. C'est vrai que je suis passé au premier cabinet pendant 4 ans. Quand je suis revenu de Ouagadougou, j'ai été nommé comme conseiller à la Cour suprême. Le conseiller à la Cour suprême, c'est l'équivalent du juge. Donc, je faisais ce travail. Mais je continue à revendiquer mon appartenance au parquet. Oui, je suis magistrat. Et comment la mutation s'est faite entre le parquet et l'instruction? Oui, vous savez, ici au niveau du Sénégal, les juges ne sont pas spécialisés. Donc, un magistrat du parquet peut se retrouver du jour au lendemain dans un cabinet d'instruction ou au siège. L'inverse est également vrai. Voilà, donc ça n'a pas choqué du tout. Ça se comprend, ça se fait. Oui, et vous êtes bien placé pour répondre aux critiques qu'on entend aujourd'hui. Le procureur ne bouge pas. Il faut couper le cordon ombilical entre l'exécutif et le parquet. Le juge d'instruction lui-même ne bouge pas. On a beaucoup parlé du juge d'instruction pendant cette année 2021 qui vient de s'achever d'ailleurs, avec le juge Samba Sall, doyen des juges qui est décédé d'ailleurs, paix à son âme, et l'arrivée d'un nouveau juge en la personne de Oumar Maham Diallo. Quand vous entendez ces critiques formulées contre et le procureur de la République et le juge d'instruction pour avoir occupé les deux fonctions, votre réponse est quoi? C'est peut-être parce qu'ils ne comprennent pas comment marchent les services judiciaires. Peut-être que ce juge est en train de bouger sans qu'on le sache. Son dynamisme peut être silencieux. On n'a pas accès au dossier des juges, ni au dossier du procureur. Donc, il est difficile d'apprécier en fonction donc, des rumeurs ou de ce qui se dit un peu partout. Je ne sais vraiment pas pourquoi ces critiques. Peut-être qu'il est en train de faire son travail. L'essentiel de pouvoir motiver ce qu'il dit, ce qu'il fait. La motivation est très importante parce que c'est sur cette base que les décisions sont prises. C'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de cadre référentiel en ce qui concerne les textes et autres. Vous savez, le charme de notre discipline, le droit, c'est que c'est difficile d'avoir les mêmes points de vue et les mêmes appréciations en ce qui concerne donc, non seulement les textes, mais l'interprétation des textes. Vous avez entendu parler d'œuvres prétoriennes de la jurisprudence des juges. Là, c'est parce que les textes ne sont pas clairs. Et le juge, lui, à sa manière, donne une interprétation. Et ça peut pousser même le législateur à adopter d'autres textes. Donc c'est ça le rôle prétorien, en gros, du juge. Ça, c'est le juge d'instruction. Quid du procureur? Non, le juge d'instruction et le juge du siège surtout. C'est surtout le juge du siège en ce qui concerne ça. Oui, d'accord, mais il y a le aussi procureur en l'état actuel de nos textes dépend du procureur général, qui dépend du procureur du ministre de la Justice, ainsi de suite. Là également, en l'état actuel des textes, c'est difficile. C'est vrai, c'est facile de faire des critiques,
Mais lorsqu'on se base sur ces textes, on comprend facilement ce rattachement entre le procureur de la République et le procureur général, le ministère de la Justice, ainsi de suite. Est-ce que la solution pourrait consister à sortir le président de la République du Conseil supérieur de la magistrature? Il continuerait malgré tout à signer les décrets de nomination des juges et des procureurs. Et votre position là-dessus, sur le Conseil supérieur de la magistrature, c'est... Je préfère par décence et par principe ne pas en parler, laisser aux autorités judiciaires d'en parler, même si je suis de la famille judiciaire. Je rappelle que nous recevons dans cette émission le jury du dimanche Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l'OFNAC. Revenons à l'OFNAC. Une quinzaine nationale de l'OFNAC, justement, vient de s'achever. Il y a une journée internationale de lutte contre la corruption tous les 9 décembre. Est-ce que vous avez senti un engouement des Sénégalais au-delà de l'institutionnel, des procédures et autres? Est-ce qu'il y a un engouement des Sénégalais pour la lutte contre la corruption? Merci beaucoup. Vous savez, chaque année, le 9 décembre, est célébrée la journée internationale de lutte contre la corruption. Le 9 décembre, c'est la date de signature de la Convention des Nations Unies contre la corruption à Mérida. Au niveau de l'OFNAC, depuis 2017, nous avons estimé qu'en une journée, il était difficile de sensibiliser les populations. Et nous avons opté pour une quinzaine. Et le lancement de la quinzaine se fait le 9 décembre de chaque année. Alors, c'est de forts moments de communication pendant cette quinzaine. Des journées de désensibilisation avec toutes les couches de la population. Chaque année, un thème est choisi par les Nations Unies. Cette année, le thème, c'est « Votre droit, votre rôle, dites non à la corruption ». Alors, lorsqu'on nous a communiqué ce thème, j'ai dit, nous, on était déjà en avance. Parce que dans nos slogans, on met toujours tous concernés, tous engagés. Nous sommes tous responsables. Et on a donc mené nos actions en fonction de tout cela. Les autorités religieuses. Vous avez remarqué que le 9 décembre, le vendredi suivant, dans les mosquées, les sermons portés sur la corruption, vous l'avez remarqué. Tout à fait. Le dimanche suivant, au niveau des églises, également, on a beaucoup parlé de corruption. Oui. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est justement faire en sorte que les Sénégalais s'approprient eux-mêmes cette lutte contre la corruption. C'est ça. C'est l'effet recherché. Est-ce que ça donne des résultats déjà? Oui. En plus donc de ce que je viens de citer, au niveau de la banlieue, nous avons associé les acteurs culturels qui véhiculent également des messages assez forts, hein, par l'écriture, par la peinture, par la musique, ainsi de suite. On a dit Nafi Diop, la corruption, Nafi Diop, et les cultures urbaines au service de la lutte contre la corruption. Et on a senti un véritable engouement. On a senti également une meilleure compréhension des missions de l'OFNAC. Parce que pour la plupart des Sénégalais, l'OFNAC, c'est la répression. Ce qui n'est pas vrai. Nous avons deux missions principales. Une mission de prévention et une mission de lutte contre la corruption. Nous menons les deux et nous pensons qu'il est important de sensibiliser surtout les jeunes qui, dès le bas âge, pourraient donc comprendre les méfaits de la corruption. D'où ces questions, puisque vous parlez des jeunes, il y a des jeunes qui se sont intéressés à cette émission. Cheikh Malick Fall, pourquoi l'OFNAC ne publie pas ses rapports à temps pour les Sénégalais et non pour le président de la République? La population a le droit de savoir ce qui se passe réellement dans notre pays. Et puis plus loin, Ngom Ibrahima, bonjour Madame la Présidente. Est-ce que l'OFNAC n'aurait pas échoué dans sa mission de lutter contre la corruption? Sinon, pourquoi ces détournements à outrance? Commençons d'abord par étapes. Pourquoi vos rapports ne sont pas à jour? Il y a quand même beaucoup de temps, vous mettez beaucoup de temps avant de les publier. Les rapports d'activité? Les rapports d'activité. Tout à l'heure, pourquoi les transmettre au président de la République aussi? C'est la loi, question de Cheikh Malick. Oui, c'est la loi qui le prévoit. Oui. Les rapports d'activité sont transmis au procureur de la République. Les rapports d'enquête? Non, les rapports d'activité. D'activité sont transmis au président de la République. Le texte est là, la loi 2012-30 le dit clairement. Oui. Et ensuite publié par tout moyen approprié. D'accord. Alors jusqu'ici, les rapports que nous avons remis au procureur de la République ont été publiés
sur le site de l'OFNAC. Vous parlez du procureur, du président de la République. Oui, c'est pour ça que j'insiste. Donc, rapport d'activité transmis au président de la République, rapport d'enquête transmis au procureur de la République. D'accord. Parlant de publication, je pense qu'il parle des rapports d'activité. Rapports d'activité, là. Alors, pour les rapports d'activité, je disais que les rapports, donc, une fois remis au président, sont publiés sur le site de l'OFNAC et distribués au niveau de toutes les administrations. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la remise dépend du calendrier du président de la République. Mais vous êtes à jour. Nous sommes à jour de nos rapports. Là, votre dernier rapport, ça doit être le rapport 2021, il est déjà prêt? 2021? Oui. Non. Le rapport de 2021 retrace les activités du 1er janvier au 31 décembre 2021. Oui. Quel est le rapport qui est prêt? Celui de 2020 alors? Oui, tous les rapports sont là avec nous. Même 21? Non, 21 non, parce que 21 on n'a pas commencé. 21 commence la semaine prochaine. D'accord. Parce que ça il y a toujours un décalage. Il y a un décalage. Oui. Ok. Ça se comprend. Le rapport de 2021, c'est les activités de janvier à décembre 2021. Exact. Décembre 2021 vient de finir il y a quelques jours. Tout à fait. Donc ce rapport ne pourra être publié qu'en 2022. C'est ça. C'est ça. Et le prochain rapport qui sera publié, c'est celui de 2020. 2020, le dernier rapport que nous avons remis au président de la République, c'est le rapport de 2018. Là, on a 2019-2020 en attente. Mais comme je vous l'ai dit... C'est pour ça que Cheikh Malick Fall dit qu'il y a des lenteurs. Mais Cheikh Malick Fall doit comprendre que ce n'est pas nous qui gérons le calendrier du président de la République. Nous ne fixons pas de date pour la remise du rapport. Et Ngom Ibrahima, qui ne vous épargne pas, qui dit l'OFNAC n'aurait-il pas échoué dans sa mission de lutter contre la corruption? Sinon, pourquoi ces détournements à outrance? C'est sa question. C'est ça. Alors là, c'est mal comprendre les missions de l'OFNAC. Je vous ai dit tout de suite que l'OFNAC ne fait pas que lutter contre la corruption. Il y a un autre aspect assez important à la prévention. Et si la prévention marche, on n'aura pas besoin de lutter encore contre la corruption. L'OFNAC n'a pas échoué. Non, l'OFNAC n'a pas échoué. L'OFNAC continue son bonhomme de chemin. Et je dis toujours que l'OFNAC fait son travail sans passion ni pression. On travaille sans passion ni pression, on fait les deux. Il est possible à tout un chacun de faire un jugement sur l'OFNAC. Vous ne recevez de pression de qui que ce soit? Jamais on n'a reçu de pression ni d'instruction. On ne l'a pas senti, on ne l'a pas vécu. On ne vous a jamais dit classer ce dossier sans suite ou mettez-le sous le coude? Jamais, jamais. Nous, on ne met pas de coude sous le coude. Non, jamais. On ne l'a pas senti. On travaille en toute indépendance, conformément aux textes qui sont mis à notre disposition. Notre travail consiste à interpréter le texte et à l'appliquer. Et le texte vous dit mission de prévention et mission de lutte. Et dans la mission de lutte, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous ne faisons que que contribuer en mettant à la disposition du procureur de la République un ensemble d'éléments d'information qui peuvent lui permettre d'ouvrir une information judiciaire. Quel est l'enjeu de ce qu'on appelle aujourd'hui la territorialisation des politiques publiques pour l'OFNAC? Oui, c'est vrai, depuis un certain temps, depuis l'acte 3 de la décentralisation, on parle de territorialisation. Surtout qu'on va vers des élections locales le 23 janvier prochain. Oui, c'est ça. Oui. Alors là, ça suppose, et je pense que ce sera fait, l'accroissement des moyens au niveau de ces territoires, des collectivités territoriales. Et quand on parle d'accroissement de moyens et d'autonomisation, on peut sous-entendre des vulnérabilités, c'est comme ça qu'on l'appelle, des vulnérabilités de corruption. Peut-être que c'est à ce niveau que l'OFNAC est attendu et pourrait jouer un rôle, comme il le fait avec des autres administrations. D'abord, déclaration de patrimoine déjà. Oui, c'est ça. Et ça se fait. Mais même actuellement, il y a la déclaration de patrimoine. Il y a des maires qui sont des maires. Oui, à la déclaration de patrimoine. En termes de proportion, est-ce que c'est beaucoup? Non, pas beaucoup. Puisque là, ça dépend, du budget. Ça dépend. Oui, mais quand même, il y a beaucoup de mairies qui ont un budget de plus d'1 milliard. D'au moins d'1 milliard. Il y en a. Il y en a beaucoup même. Il y en a qui ont fait leur déclaration de patrimoine, mais encore une fois... Et là, ce serait bien, parce qu'on va vers une campagne électorale aussi, que les populations soient attentives à cela. Les maires qui parlent beaucoup de milliards, ils doivent faire leur déclaration de patrimoine une fois élus. Beaucoup ne l'ont pas encore fait. Et à la sortie aussi, il doit y avoir des déclarations de patrimoine. Ne dispose pas de moyens de contrainte par rapport à ces réticents.
Vous devriez en disposer, non? En l'état actuel de nos textes, non. Oui, je sais, mais vous devriez en disposer pour être plus efficace. Oui, bien sûr. On attend de voir la réforme des textes, ce que ça va donner. Peut-être qu'on va nous reconnaître ce pouvoir de contrainte. Alors, une réflexion d'ordre culturel, nous en avons parlé un tout petit peu d'ailleurs. Est-ce que, Madame la Présidente, on peut légiférer sur cette question de lutte contre la corruption, même au niveau international, quand au plan culturel, les gens n'ont pas la même compréhension de ce que c'est que la corruption. Ce qui est considéré comme bakshish en France ou aux États-Unis ou au Canada peut ne pas l'être forcément au Sénégal. Quelle est votre réflexion sur la dimension culturelle de la lutte contre la corruption? C'est ça. C'est vrai, vous savez, la corruption, c'est un phénomène mondial qui touche toutes les sociétés. Mais ce qui est important, c'est que chaque État ou chaque société doit élaborer ses stratégies de lutte contre la corruption. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui peut être considéré comme corruption dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre. Donc, c'est selon les spécificités de chaque pays que les stratégies devraient être élaborées. Au niveau international, il y a ces instruments comme la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il y a également au niveau africain la Convention. Oui. Et vous venez d'être nommé, ou en tout cas élu, au comité exécutif de l'Association internationale des autorités de lutte contre la corruption, IACA. IACA, oui. C'est ça. Permettez-moi d'ailleurs de remercier tous les membres de IACA pour cette désignation, en fait, au niveau du comité exécutif. Ça consacre encore une fois le rayonnement de l'OFNAC au niveau international. Et à travers l'OFNAC, donc la position de notre pays est naturellement de la plus haute autorité à lutter contre la corruption, à lutter contre la malgouvernance. Parce qu'avant IACA, j'ai été également élu au niveau du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption, qui est un organe donc de la Convention de l'Union africaine contre la corruption. Et au niveau régional, je suis la secrétaire générale du RINCAO. Oui. Le RINCAO, c'est le réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Oui. Si je prends l'exemple de l'IACA, c'est plus de 140 pays et régions qui sont membres de cette association par le biais de l'adhésion organisationnelle ou de l'adhésion individuelle. Et quelle est l'influence de ces organisations ou de ces organismes internationaux dans la lutte contre la corruption? Je répète à longueur de journée que le maître mot de nos actions, c'est la coopération. Vous voyez dans tous les textes, aussi bien notre texte au niveau national que les textes que je viens de citer au niveau régional et international, on insiste beaucoup sur la nécessité de la coopération. Et on dit souvent, les délinquants se réunissent pour commettre leurs infractions. Pourquoi nous, on ne devrait pas nous réunir pour leur barrer la route, contrecarrer donc les délinquants? Et on insiste beaucoup, c'est la raison pour laquelle il y a un réseau de coopération à tous ces niveaux. Et le Sénégal est présent dans les comités exécutifs, donc les organes dirigeants de ces institutions-là, de ces associations comme le RINCAO, l'ACA. Il y a l'IACA, mais il y a l'ACA aussi. L'ACA, c'est au niveau africain. Nous avons même organisé en 2018 l'Assemblée générale de l'ACA. Je suis la vice-présidente de l'OFNAC. Cela veut dire que ça consacre encore une fois le rayonnement de nos institutions et de notre pays au niveau international. Et vous avez remarqué également qu'au mois de juin dernier, je crois, en ce qui concerne les ressources publiques, nous avons été bien notés dans la gestion par l'Institut de gouvernance des ressources naturelles, qui nous a attribué une note de 82 sur 100. Nous sommes premiers en Afrique. Oui. Maintenant, on a détrôné le Ghana et deuxième dans le monde derrière la Norvège. Alors, des délinquants qui se réunissent, comme vous l'avez dit, qui s'associent, mais des délinquants très outillés aujourd'hui avec des moyens très sophistiqués pour commettre leur forfait. Mais le Sénégal a comme perspective l'exploitation de ressources pétrolières et gazières. Il y a d'ailleurs un projet de loi relatif au partage et à l'encadrement
de l'exploitation de ces ressources tirées des hydrocarbures. Comment l'OFNAC se prépare à cette perspective-là? Oui, donc je disais tout à l'heure qu'on était bien noté en ce qui concerne la gouvernance des ressources. Oui. Et donc pour la note qu'on nous a attribuée par l'Institut que je viens de citer, il y a eu principalement 3 composantes. Et il y en a eu sur la gestion donc des ressources naturelles. Ce projet de loi donc qui prévoit un fonds pour le budget, un autre fonds intergénérationnel pour les générations à venir. Je pense que le président de la République, même hier, dans son discours, en a parlé, permettra encore une fois de nous mettre en phase davantage avec les standards internationaux. Et nous avons au niveau de l'OFNAC une étude en cours pour les vulnérabilités dans le secteur extractif. L'étude donc n'a pas encore été livrée et ça nous permettra encore une fois, comme on a fait avec la première, d'orienter nos actions en fonction de ce qui ressortira comme vulnérabilité dans ce secteur. Mais avant cette étude, nous avons tenu des ateliers avec les secteurs vulnérables de l'administration. On en a tenu avec les eaux et forêts, la douane, la pêche, ainsi de suite. C'est dire donc que nous, on joue ce rôle également de veille en ce qui concerne ces différents secteurs pour dénicher les vulnérabilités et vérifier les secteurs les plus corruptogènes et mener nos actions en fonction. Et ce sera surtout des actions de sensibilisation. Veille et anticipation aussi. C'est ça, oui. C'est pour ça d'alerte, oui, que ça. vous parliez tout à l'heure d'un parquet national financier, qu'il faut que vos rapports d'enquête fassent l'objet de plus de diligence. Par exemple, qu'il y ait une obligation de poursuite qui incomberait au procureur de la République, comme cela se fait dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Nous allons terminer par une note beaucoup plus personnelle, mais qui peut toujours servir aux Sénégalais. Seynabou Ndiaye Diakhaté, vous avez été doyen des juges au moment de l'affaire dite des chantiers de Thiès. Et à cette époque, votre époux, paix à son âme, Cheikh Tidiane Diakhaté, qui a été président du Conseil constitutionnel, mais qui était président de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, officier également. Comment le couple Diakhaté avait géré cette affaire à un moment donné? Alors là, je vais faire une rectification pour dire que, étant doyen des juges, je n'ai pas eu à gérer un dossier de chantier de Thiès. Non. Non, il y a toujours cette confusion. Oui, on en a parlé, mais c'était sans comprendre. Le dossier que j'ai eu à gérer, c'est le dossier d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est différent. Atteinte à la sûreté de l'État. Oui, parce que le dossier des chantiers... Il y avait M. Idrissa Seck, voilà. mais il y avait l'atteinte à la sûreté de l'État et l'autre dossier. Le dossier des chantiers de Thiès, ça c'était la cour d'appel avec donc le président Tidiane Diakhaté, le regretté, paix à son âme. Donc moi, c'est surtout le dossier d'atteinte à la sûreté de l'État. Et ce dossier, je l'ai bouclé en retenant une infraction qui n'était pas celle d'atteinte à la sûreté de l'État, mais une autre infraction. Et c'est en ce moment que j'ai quitté pour aller à Ouagadougou, à la Cour de justice, où je suis restée 8 ans. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler de jugement en ce qui concerne cette affaire. Une affectation qui était innocente comme ça, tout à fait naturelle? Ou c'était une façon de vous éloigner du dossier? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire. Au contraire, il fallait donc, après le droit pénal, découvrir un autre droit. C'était le droit communautaire. Je ne regrette pas d'avoir séjourné à Ouagadougou. J'ai beaucoup appris. Et c'est une façon également de reconnaître qu'au niveau de notre pays, il y a également des expertises pour ce genre de travail. Mais au niveau de la Cour, vous savez, il y a 8 juges. Chaque juge est ressortissant d'un État membre de l'UEMOA. Donc j'ai remplacé d'autres juges. J'ai remplacé un des collègues qui a remplacé un autre. C'était tout à fait naturel et c'était la première fois qu'une dame quittait donc le Sénégal pour occuper ce poste. Et quand un juge fait l'objet de beaucoup d'attaques, de commentaires, et ça arrive souvent d'ailleurs avec les juges constitutionnels, le Conseil constitutionnel par exemple, puisque votre époux à l'époque avait eu à le diriger. On sait ce qui s'est passé avec l'affaire Maître Babacar Seye. Quand vous entendez tout cela, vous juge, vous ne l'êtes plus aujourd'hui, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il arrive que la peur vous habite? Non, moi non. Que vous habite? Moi non. Comment jamais, vous gérez tout ça? Jamais. Oui, pour en terminer. Je sais encaisser. Oui. On m'a critiqué, on continue de me critiquer. Personne n'est à l'abri des critiques.
Mais je me dis souvent que c'est parce qu'ils n'ont pas compris. C'est un manque de compréhension ou d'information qui pousse les gens souvent à critiquer. Ouais. Mais on s'est encaissé. Très bien. Dans la vie, il faut. Moi, en tout cas, par nature, je suis toujours optimiste. Ouais. Je me dis que voilà, ils parlent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais quand c'est des critiques fondées également, ça nous permet de rectifier et d'aller en avant. C'est le cas aujourd'hui aussi pour l'OFNAC. Tout à fait. Pour les critiques pertinentes, ça nous permet donc de corriger, de réorienter et d'aller en avant. Pour écrire au moins quelques belles pages de l'histoire de l'OFNAC. Oui. L'histoire retiendra un jour qu'on a écrit quelques pages de l'histoire de l'OFNAC. Très bien. On s'efforce pour que ça soit de belles pages. De belles pages. C'est le mal que je vous souhaite. C'est une bonne fin pour cette émission, le jury du dimanche. Encore une fois, nos meilleurs vœux de bonnes et heureuses années 2022. Premier numéro du JDD, iRadio, ITV, imedia.sn, au texte Babacar Fall, à la photo Abdoulaye Sylla, premier numéro qui recevait Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC. Mahmoud Ibra Kane à la présentation, réalisation Babacar Ndiaye et Iba Mar Sène, réseaux sociaux Fatima Taba, Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain, excellente année 2022.